pour ma part, et je pense que c'est le cas pour vous aussi, je trouve que ça toujours fascinant la manière, et comme l'a prouvé Jules aussi, comme l'a montré Jules aujourd'hui, j'ai toujours trouvé fascinant la manière dont les humains ils se représentent le monde qui les entoure, et comment des sujets ou des événements qui peuvent paraître exceptionnels de prime abord et un peu inaccessibles à la compréhension simple se transforment peu à peu en des mythes ou des légendes. Il n'est pas facile d'appréhender comment les anciennes civilisations se représentaient leur monde, et on l'a vu d'ailleurs avec le tsunami du lac Léman. Et c'est pour ça aussi que les diverses disciplines qui tournent autour de l'histoire, l'archéologie, sont vraiment passionnantes en fait pour comprendre tout ça. On pourrait croire que de nos jours, il est plus facile de démystifier des croyances, de démêler ce qui relève de l'imagination pour expliquer des réalités complexes. Mais l'actualité nous apprend qu'il n'en est rien. Bien au contraire, hein, avec Internet, de nouvelles croyances émergent, de nouvelles mythologies modernes qui peuvent, dans les cas les plus extrêmes, se mêler à la politique ou à des idéologies un peu passéistes et complotistes, se forment et du coup on se rappelle tous des événements qui ont eu lieu par exemple début janvier au Capitole aux États-Unis par exemple. Il est des sujets qui stimulent tellement notre imaginaire qu'on adorerait y voir une part de réalité. C'est le cas de notre sujet d'aujourd'hui puisque je vais vous parler de cryptozoologie. Et comme je n'y connais absolument rien et que je ne suis ni biologiste ni zoologue, je vais me baser sur un livre que j'ai lu il y a 1 ou 2 ans maintenant et que j'ai relu à l'occasion de cette chronique. Ce livre, c'est À la recherche des animaux mystérieux, idées reçues sur la cryptozoologie. Ce livre est écrit par Eric Buffetot, qui est paléontologue, spécialiste des vertébrés et des dinosaures. Et qui de mieux pour nous parler d'animaux étranges dont l'existence est controversée qu'un spécialiste d'animaux encore plus étranges dont l'existence a été prouvée. Parce que c'est vrai que quand on décrit un peu un dinosaure, c'est quand même assez particulier comme animal. C'est clair. C'est pour ça qu'ils sont fascinants Le d'ailleurs. terme... Oui, bah c'est clair, tout à fait. Et c'est vrai que ça va être vraiment passionnant d'écouter des vrais paléontologues parler, je pense. Grave. Je me rappelle en avoir entendu notamment des médiateurs culturels, mais tu sais, qui ont des doctorats au Muséum d'Histoire Naturelle, et c'est des gens qui sont passionnés et passionnants. Le terme cryptozoologie, c'est un néologisme qui est créé dans les années 1950 et qui désigne littéralement l'étude des animaux cachés, c'est-à-dire des animaux dont la science ignore l'existence. À mi-chemin entre une branche de la zoologie et une pseudoscience, c'est devenu un terme un peu fourre-tout, où se mêlent des pratiques non scientifiques, l'étude des monstres, comme par exemple le Yeti ou encore le monstre du Loch Ness, des théories un peu invraisemblables, mais aussi des fraudes et des mystifications avérées. Pourtant, il existe une vraie tentative de définition scientifique qui peut se résumer à l'étude des formes animales encore inconnues, au sujet desquelles on ne possède que des preuves testimoniales ou circonstancielles, ou des preuves matérielles jugées insuffisantes. Dans la pratique, cela se traduit par accumuler des témoignages et des indices afin de définir de tels animaux et de les classer de manière zoologique. Mais la confirmation de leur existence ne pourra se réaliser tant qu'un individu, vivant ou mort, ne sera obtenu, analysé et étudié par des pratiques et méthodes de la zoologie conventionnelle. Ce qui d'ailleurs mettrait paradoxalement fin à l'objet d'étude même de la cryptozoologie. Donc, en fait, la cryptozoologie, c'est un peu une discipline qui avance pour ne plus exister en fait. La limite de la cryptozoologie, c'est donc son absence de méthode efficace, car décrire et classer une espèce sans preuve indiscutable n'en fera jamais une science fiable au final. Le postulat de base de la cryptozoologie est qu'il existe encore des espèces animales à découvrir, et dans les faits c'est complètement vrai. Les scientifiques estiment qu'il existerait 5 millions d'espèces animales et végétales, dont moins d'un quart seraient actuellement répertoriées. Chaque année, ce sont environ 15 000 espèces nouvelles qui sont signalées. La majorité c'est des insectes, mais ajoutons une petite nuance, parce que dans beaucoup de cas il s'agit de réattribution d'espèces animales que l'on connaissait déjà, et qui grâce aux études ADN et au progrès de la science sont juste mieux référencées. Mais ce n'est pas ça que recherchent les cryptozoologues. Dans la lignée des grandes découvertes, ils s'intéressent aux espèces de grande taille, plutôt spectaculaires, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à trouver après un siècle de recherche zoologique conventionnelle. La méthode de récollement des témoignages de locaux, de voyageurs ou d'aventuriers, et les récits romantiques et traditionnels, tout ça, ça participe à forger une mythologie qui entoure la cryptozoologie et appose des bases aux limites de la science. C'est encore davantage renforcé par le fait que le travail de terrain n'est pas obligatoire. On peut très bien, par exemple, être cryptozoologue et se contenter de faire des recherches bibliographiques, ou de manière plus contemporaine, rester assis derrière son ordinateur.
Il est à noter cependant que certaines expéditions ont bien été montées dans le passé, sans grand succès bien évidemment, dans le but de traquer des animaux mystérieux, comme dans les années 1900 par exemple en Patagonie, où des Britanniques se lancent à la recherche du paresseux géant, Oh. et dans les années 1950 dans l'Himalaya à la recherche du Yéti. Mais il est des cas où les enquêtes cryptozoologiques ont permis de véritablement découvrir des espèces animales. En effet, en utilisant les mêmes méthodes, c'est-à-dire le recueil de témoignages et la synthèse bibliographique, il y a des expéditions qui ont été menées et qui ont pu permettre de découvrir de vrais animaux, comme l'okapi en 1901 au Congo, ou le saola, qui est un bovidé qui ressemble à une antilope. Je ne connaissais pas du tout cet animal avant de le découvrir dans le livre, qui a été découvert en 1993 au Vietnam. Bon, ça fait en gros une découverte par siècle contre plusieurs milliers de découvertes annuelles par la zoologie conventionnelle, mais au moins les résultats ne sont pas nuls. C'est pas faux. On peut le reconnaître. Ah, il est classe ce bovidé Un à casse- corne de gazelle. Oui, t'as vu, on dirait vraiment une antilope Ouais, c'est ça. ou une gazelle. Ouais, c'est trop classe de voir que mine de rien, ça a servi quand même pour des vraies découvertes. Ça, je savais pas du tout, c'est trop Ouais, et chouette. puis au final, le C'est clair, paresseux c'est clair. géant, techniquement, il existe. Il a existé aussi. Alors, il a existé, Ouais, carrément. on va y revenir. Ah, Alors, un cas célèbre associé à la cryptozoologie, c'est en 1938 la découverte du sélacanthe, qui a été pêché dans l'océan Indien, qui est issu d'une famille de poissons que l'on pensait éteinte depuis des dizaines de millions d'années. Mais malgré le côté exceptionnel de cette découverte, ce n'est pas vraiment en fait de la cryptozoologie, dans le sens où en fait personne n'était à la recherche de l'animal, et personne n'avait non plus témoigné de son existence. Mais d'un certain côté, ça a ravivé en fait ce courant de recherche d'animaux de grande taille, parce que ça prouve qu'il existe bel et bien des espèces que l'on pensait disparues et qui existent encore. L'animal mystérieux à rechercher est nommé le cryptide par les cryptozoologues. Les cryptides, ils peuvent être de différents types. Ça peut être des fossiles vivants par exemple, qui est un terme qui renvoie à des espèces que l'on connaît sous la forme de fossiles et qui auraient très peu évolué jusqu'à nos jours. On peut citer par exemple le monstre du Loch Ness qui est souvent considéré comme un plésiosaure, ou le Yéti comme un Gigantopithecus, c'est-à-dire un singe géant dont on connaît les fossiles, ou encore le Mokele Mbembe, une sorte de dinosaure censé vivre dans les marais du Cameroun. Mais tout ceci, en fait, c'est issu d'un rapprochement qui est plutôt risqué, étant donné que cela sert plus souvent à trouver une quelconque ressemblance en fonction des données paléontologiques disponibles. Et il faut souligner que ces données, tout comme la représentation des animaux préhistoriques, ça évolue avec le temps et la recherche. Et du coup, on a de nombreux cryptides qui se retrouvent représentés comme des dinosaures ou des animaux à la manière dont cela est représenté à l'époque de leur entrée dans le monde de la cryptozoologie. Par exemple, on peut avoir des dinosaures qui sont représentés de manière très archaïque pour nous, par exemple de la manière dont on les représentait au 19e ou au début du 20e siècle. En réalité, en fait, il est très difficile de s'imaginer qu'un animal préhistorique de grande taille ait pu rester ignoré par la science jusqu'à notre époque. De plus, si l'on reprend l'exemple du sélacanthe, on voit qu'il existe une évolution notable entre le poisson que l'on connaît de nos jours et les fossiles qui datent de, je crois, 66 millions d'années. Parmi les autres types de cryptides, on peut citer des animaux disparus plus récemment et dont les cryptozoologues recueillent encore de nos jours des témoignages, comme le tigre de Tasmanie, qui est éteint en 1938, mais qui est toujours un sujet d'études cryptozoologiques actif, j'ai envie de dire. Alors, si on reprend un peu les cas présentés dans le livre, on voit que, si vous avez l'occasion de le lire, vous verrez que l'auteur présente un certain nombre d'animaux comme ça, fantastiques, mystérieux. Du coup, on va un peu rentrer dans le vif du sujet, et je vais vous en présenter certains, si vous voulez bien. En premier lieu, on va parler d'un monstre qui est très connu à travers le temps, et les époques, c'est le grand serpent de mer, qui apparaît dans les bestiaires du XVIe siècle, et qui culmine avec les récits des marins et les journaux du XIXe siècle, dont les témoins le décrivent ainsi dès 1817 comme un gigantesque serpent, dont la tête ressemble à celle d'un cheval, et d'une longueur de 20 mètres. Contrairement aux serpents terrestres, il se déplace dans l'eau par ondulation verticale, et non horizontale, ce qui fait que les paléontologues de l'époque le rapprochent du plésiosaure. Les zoologues y proposent également que c'est peut-être un mammifère marin inconnu, comme par exemple un phoque ou une otarie avec un cou gigantesque.
Et en 1892, on recense déjà pas moins de 187 rencontres avec cet animal mystérieux, et des expéditions sont même organisées pour en trouver un spécimen, mort ou vivant. À l'époque, on espère plus mort d'ailleurs. Tu m'étonnes. Mais on constate que les observateurs ils varient beaucoup dans leurs témoignages, et certains scientifiques pensent qu'il n'existe non pas un type de serpent de mer, mais plusieurs animaux inconnus, dont les plus originaux seraient une superloutre ou encore une anguille géante, qui, en l'absence de spécimens type, conduisent la communauté scientifique à un certain scepticisme, comme vous pouvez vous en douter. Surtout pour la superloutre. Ouais, j'ai pas d'image de la super loutre. Je suis un peu déçu. Ouais. J'ai trouvé le Todoricus, mais j'ai pas trouvé le... Alors, certains cadavres aux formes étranges échoués sur les plages sont attribués aux serpents de mer depuis le 19e siècle. Mais il a été prouvé que ce n'était, dans la plupart des cas, que des cadavres de requins qui, en se décomposant, en fait, perdent leur partie de chair sous la colonne vertébrale, ce qui les fait ressembler en fait vaguement à des monstres un peu longilignes avec des nageoires. Alors, mais le monstre marin le plus connu, c'est sans doute celui qu'on a déjà évoqué un petit peu avant, c'est celui qui vivrait dans le Loch Ness, de son petit nom Nessie. D'ailleurs, je connais un couple d'amis dont le chat s'appelle Nessie, et c'est un gros chat. Je leur fais un petit coucou au passage. Et c'est un peu une des figures de proue de la cryptozoologie. Et malgré les moyens qui ont été mis en œuvre pour enquêter, personne n'a pu encore confirmer son existence. C'est en 1933 que des témoins en parlent pour la première fois, et le succès de la créature supposée est immédiat, attirant rapidement des curieux, des chercheurs et aussi des journalistes. Des fraudes et des canulars suivent ce mouvement d'emballement médiatique, et suivant le schéma récurrent de la cryptozoologie, l'animal est rapidement identifié comme un plésiosaure, et tant pis si le Loch Ness est un lac géologiquement très récent formé à la suite de la fonte des glaces il y a 10 000 ans, c'est l'hypothèse qui reste dans le milieu. D'autres cryptozoologues reviennent avec l'hypothèse encore d'un phoque à grands coups ou encore d'un amphibien géant inconnu. Mais d'autres problèmes se posent. Pour qu'un animal de cette taille existe dans un endroit aussi restreint, il faudrait qu'il y ait déjà plusieurs individus pour qu'une population puisse y perdurer à travers le temps, et malheureusement le lac ne possède pas de source de nourriture suffisante pour faire vivre une telle population. Mais le principal souci avec le monstre du Loch Ness en fait, réside dans la faiblesse de ses témoins d'origine. Même s'ils sont nombreux, ils font davantage référence à des ondulations, des sortes de bosses, des dos, un cou qui émerge de la surface de l'eau. Et on s'aperçoit assez vite que y en a pas mal qui sont juste des illusions d'optique, et d'autres des confusions avec des animaux bien réels, comme des loutres ou des phoques tout à fait normaux. Les photos du monstre, car il y en a eu, sont soit des trucages, soit trop floues ou de trop mauvaise qualité pour apporter une preuve convaincante. Après 80 ans de mystère, il est donc hautement improbable qu'un monstre existe dans le Loch Ness, mais au moins cela fait autant de temps que la région profite des retombées touristiques. Donc je vais pas évoquer tous les cas que présente le livre pour vous permettre de les découvrir par vous-même, si ça vous intéresse. On va passer sur le Mokele Mbembe, le Yeti, encore le paresseux géant de Patagonie, désolé Marc, et bien d'autres encore. Pas grave. On va plutôt faire un tour du côté des États-Unis, si vous voulez bien, et évoquer le cryptide le plus célèbre d'Amérique du Nord, qui est le Sasquatch, ou encore le Bigfoot. Donc ce grand primate velu et bipède qui vit dans les forêts. Donc issu du folklore natif américain, les Occidentaux font état de sa rencontre avec lui dès le 19e siècle, mais c'est depuis les années 1950 que l'ampleur de sa célébrité a vraiment explosé. Il existe aux États-Unis de vraies communautés de chercheurs de Bigfoot qui se rassemblent lors de conventions en partageant leur travail de cryptozoologue professionnel ou amateur. Alors, au passage, un cryptozoologue professionnel, c'est souvent quelqu'un qui va vivre de ses livres et de conférences. Donc cette popularité vient à la fin des années 50 de la découverte de grandes empreintes de pas qui vont, pour certaines, jusqu'à 60 cm de long, dans des lieux assez reculés et proches des forêts. Depuis, nombre de ces empreintes se sont avérées être fausses, de l'aveu même des faussaires, qui faisaient parfois preuve d'un niveau de sophistication très élevé en prenant en compte par exemple la démarche de la créature qu'ils voulaient imiter. Et ces faussaires, ils étaient capables de se déplacer sur des distances très longues et dans des endroits perdus juste pour réaliser leur performance. Donc en soi, c'est assez admirable de penser que ces gens ont créé presque toute une mythologie grâce à ça.
Donc selon les témoins visuels, le Bigfoot, il varie en termes de couleur, de taille, et il est donc pas aisé d'en faire une description uniforme. Le document le plus mystérieux, c'est un supposé film de Bigfoot qui a été tourné en 1967 et qui montre un être bipède au pelage noir se déplacer dans la vallée d'un ruisseau. Mais ce document, il divise encore aujourd'hui et il n'y a aucun consensus qui ne parvient à se dégager sur son authenticité et sur ce qu'il présente. S'agit-il d'un primate inconnu ou d'un homme déguisé en gorille ? Je vous conseille à ce sujet de voir la page Wikipédia de ce film pour constater la diversité des avis et l'étendue de la question. Et cette ambiguïté, elle se caractérise dans toute la question en fait entourant le Sasquatch. Les partisans de son existence sont nombreux, même dans la communauté scientifique aux États-Unis, mais plus nombreux encore sont ceux qui restent sceptiques sur le sujet. Et ce ne sont pas les quantités énormes de faux et de canulars sur le Bigfoot qui vont aider. En plus des empreintes, on a aussi des faux cadavres ou des trucages photos ou vidéos. C'est d'ailleurs étrange qu'un vrai cadavre de Bigfoot n'ait jamais fait son apparition dans un pays où autant de monde est à sa recherche et où les armes à feu sont si faciles d'accès. Donc c'est tout naturellement que le Bigfoot y rejoint de nos jours les rangs de la mythologie moderne nord-américaine, au même rang que les extraterrestres ou le paranormal. Il faut savoir que les cryptides hominidés ils se retrouvent partout sur la planète. Du Caucase à la Mongolie, c'est même l'homme de Néandertal que l'on dit apercevoir dans les forêts. En Asie centrale, ce sont encore des sortes de primates velus à taille humaine, et en Indonésie et en Afrique, on parle de petits êtres d'aspect simiesque et bipède, et même l'Australie a son équivalent du Sasquatch. On en signale aussi à Madagascar, malgré le fait que sa faune soit endémique, et ces créatures sont si nombreuses et variées que c'est difficile d'envisager qu'elles puissent toutes exister en même temps. L'auteur du livre, il fait alors un parallèle assez intéressant avec le mythe et la symbolique de l'homme sauvage, qui est un thème qui se retrouve dans plusieurs cultures à travers le monde. Donc, l'homme des bois qui vient en marge de la société, et qui en est tellement déconnecté qu'il agit comme une bête. En Occident, il s'oppose aux idéaux de la chevalerie médiévale, par exemple, et se retrouve dans l'iconographie, à travers des enluminures ou l'héraldique. Au XVIIe et XVIIIe siècle, il fait écho à la philosophie, à un état d'innocence et de vie en communion avec la nature. Mais un doute subsiste. Le mythe de l'homme sauvage est-il basé sur des observations réelles, ou les observations sont-elles basées sur le mythe de l'homme sauvage ? Je vous laisse méditer à ça. Et en l'absence actuelle de données tangibles qui assurent un consensus scientifique, il est quand même raisonnable de douter qu'une réalité biologique existe derrière ces observations. Revenons en France pour un dernier cryptide, parce que chez nous aussi on a une créature qui suscite l'intérêt des cryptozoologues, c'est la bête du Gévaudan. Alors, c'est considéré comme un cryptide ? Oui, exactement. Ok. En même temps, c'est un lion dans une armure, donc c'est normal. Alors, pour rappel, la bête, elle a attaqué et tué, voilà, surtout si vous n'avez pas vu le film Le Pacte des loups. Que je viens de spoiler allègrement d'ailleurs, sans vergogne. Donc, elle a attaqué et tué des dizaines de personnes entre 1764 et 1767. Et même Grégoire de Fronsac n'a pas réussi. Ah bah si, du coup, je viens de re-spoiler le film. Donc, son nombre de victimes, il atteint 83 personnes, principalement des femmes et des enfants, et l'on en parle dans les gazettes, donc les ancêtres des journaux de l'époque, qui circulent dans toute l'Europe. C'est une affaire qui est célèbre même à l'époque. L'histoire est complexe et fait intervenir de nombreux protagonistes, des locaux, des militaires, des chasseurs, jusqu'à ce qu'un paysan tue un animal et que les attaques cessent. Cette histoire, c'est un vrai mystère et elle présente des questionnements cryptozoologiques quant à la nature de cette bête. Au XVIIIe siècle, le plus grand prédateur dans l'ensemble des régions de France, c'est incontestablement le loup. Mais l'hypothèse d'un simple loup qui aurait pris goût à la chair humaine est loin de faire l'unanimité. De plus, comme dans d'autres affaires de bêtes mystérieuses, les témoins décrivent l'animal de manière très variée et l'on parle parfois de hyènes, de lions, de panthères, voire même de singes. Au XIXe siècle, on a tendance à penser que les meurtres de la bête sont l'œuvre d'un ou plusieurs loups. Mais au XXe siècle, ce mystère gagne l'intérêt populaire et de plus en plus d'auteurs s'emparent du sujet pour proposer des thèses toutes plus originales les unes que les autres. On a des complots, des créatures hybrides, des bêtes dressées par des sadiques, etc. Et d'ailleurs, si on reprend le Pacte des loups, on voit que c'est un peu un condensé de tout ça. Ouais, c'est vrai, ouais, putain.
Il faut garder en tête que ces hypothèses, teintées de fantastique, elles sont contemporaines d'un mouvement qui incite la plupart des auteurs à rejeter l'hypothèse la plus simple, c'est-à-dire celle d'un ou plusieurs loups. Il existe aujourd'hui un vrai lobby, sans que ce terme soit connoté négativement, de défenseurs du loup, pour qui cet animal en fait ne peut s'attaquer à l'homme. C'est un argument qui est repris dans le cadre des campagnes de réintroduction du loup en France. La bête du Gévaudan, ça ne peut donc pas être un loup, car il faut absolument disculper cet animal pour favoriser son image positive. Mais comme le soulignent les historiens, il convient de rappeler que jusqu'au XIXe siècle, c'est quelque chose qui est assez fréquent, surtout sur les femmes et les enfants qui sont les proies humaines les plus faibles. Et il n'est pas rare que des paroisses recensent un nombre d'attaques plutôt élevé dans un temps et un espace donné. Donc l'hypothèse d'un ou plusieurs loups mangeurs d'hommes n'est pas la version la plus sensationnelle pour expliquer l'énigme de la bête du Gévaudan, mais c'est la plus vraisemblable au regard des connaissances historiques. On n'a pas besoin de faire appel au fantastique ou au complot. Cette affaire, en fait, de la bête du Gévaudan, elle illustre bien l'attrait des cryptozoologues pour les thèses extraordinaires. Donc la cryptozoologie, c'est un sujet délicat, qui est coincé entre le scepticisme et la crédulité. Peu de scientifiques s'intéressent au sujet, et peu de cryptozoologues ont une rigueur et un esprit critique suffisant pour réellement faire avancer les choses. Ce que l'auteur du livre souligne, c'est cette sorte de crédulité volontaire dont font preuve les amateurs du sujet, qui les pousse à accepter tout témoignage ou élément qui parle de près ou de loin de la cryptozoologie. Mais il souligne également que des zoologues et des paléontologues s'intéressent vraiment à la question, et qu'un dialogue est réellement possible tant que la passion ne se substitue pas au sens critique. Les cryptides, même s'il est peu probable qu'ils existent, sont dans tous les cas dignes d'intérêt car ils font partie intégrante de notre culture. Il est toujours bien de se mettre à rêver, même lorsqu'on fait preuve de rationalité. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on fait sur cette chaîne depuis le début. Pour aller plus loin, je vous recommande de lire ce livre, dont je vous rappelle le titre quand même, c'est « À la recherche des animaux mystérieux, idées reçues sur la cryptozoologie ». Donc il y a une série idées reçues, moi je me rappelle que pendant mes études j'avais idées reçues sur le Moyen-Âge je crois, il doit être encore chez moi. Et c'est des livres qui sont pas mal parce que c'est des bonnes synthèses en fait d'un sujet donné. Donc le livre aborde de nombreux thèmes que j'aurais pas le temps de développer ici, comme par exemple le lien entre la cryptozoologie et une forme de mythologie moderne, l'attrait des créationnistes pour le sujet, parce que s'il y a des bêtes qui peuvent pas être compatibles avec la théorie de l'évolution, ça peut profiter aux créationnistes. Et ça va parler aussi des fraudes et des dérives. Ou encore il y a un chapitre passionnant qui présente une réflexion sur les témoignages. Puis à la fin du bouquin, il y a une bibliographie d'une quarantaine d'ouvrages, donc si jamais vous kiffez vraiment le sujet, vous pourrez vraiment l'approfondir. Ouais, d'accord. Grave. Donc, pour finir, je me dois d'évoquer ce qui m'a donné quand même l'idée de faire cette chronique, parce que je sors un petit peu de ma zone de confort. En fait, en ce moment, je suis assez souvent en télétravail et j'écoute beaucoup de musique en travaillant. Et c'est en écoutant un groupe japonais que j'adore, qui s'appelle Wednesday Campanella, que je me suis dit que ce serait une bonne idée de traiter de cryptozoologie. Alors le rapport, c'est que en fait ils ont fait un album entier consacré au sujet. Ah putain, d'accord. Ce qui est fascinant avec ce groupe, c'est leur inspiration qui pioche autant dans la culture, l'histoire, la géographie, que dans la pop culture. On a des albums consacrés aux mythologies, aux personnages fictifs ou légendaires, ou aux personnes célèbres. D'ailleurs on a des chansons sur Léonard de Vinci, Salvador Dali, ou encore Napoléon. Et en 2016, ils sortent l'album Uma, qui traite d'un cryptide différent dans chacun de ses titres. Donc je peux que vous recommander d'écouter Wednesday Campanella, son côté un peu électro-dynamique et planant, teinté de hip-hop parfois, et sa chanteuse Komwai, qui est également performeuse et artiste contemporaine. Eh bien, puisque c'est si gentiment proposé, Nico, je te propose qu'on s'écoute tout de suite Yeti de Wednesday Campanella. C'est parti. のバナナで釘が打てるレベル掘りごたつから出れない暖かいとこ行きたい常夏といえ
し人違い無駄毛のお手入りはシャープな4枚は雪男夏男この木に目線したい深釣りドゥイヤ往復式シーバーシーバーそり後にはローション今日アフターゲーゲーゲーそり心地ドゥイヤ回転式シーバーシーバーイネスなロコモーションそんな俺はイエイエイエイところを転々とし早34年気がつけば14じゃ単独と走ってたローゼマルするだ裏切りカンチェンジュンが次こそは西海岸サンタモニカに住みたい常夏とカリフォルニアトレーニングサマーバケーションそこに俺に南風と家カリフォルニアドリーミングジュネスなロコモーションそんな俺はイエイDonc, comme quoi, pour finir, l'imaginaire développé par la cryptozoologie amène indéniablement une certaine forme de créativité. Trop cool. Trop cool. Bah, merci beaucoup Nico pour ta petite chronique sur la cryptozoologie. Le bouquin a l'air vraiment super cool. Et c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Oui, je me suis bien amusé, parce que c'est vrai que c'est des trucs qui fascinent, mais on n'a pas forcément les connaissances ou le savoir pour l'aborder de manière rationnelle, quoi. Bien sûr, c'est clair. Ouais, j'ai vraiment envie de creuser là, du coup, là, tout ce que la cryptozoologie a pu apporter au niveau naturaliste. C'est vrai que je trouve ça super intéressant, parce que c'est vrai que c'est la démarche du cryptozoologue est étrange d'un point de vue scientifique, quoi. C'est que ils cherchent juste à trouver des trucs qui vont dans le sens d'une observation, mais qu'ils ont déjà conceptualisé, quoi. Et c'est du coup c'est étonnant d'apprendre que ce faisant ça crée les conditions d'un hasard qui amène à découvrir des animaux qu'on connaissait pas. Enfin, c'est trop chouette. Ouais, c'est ça. C'est clair. Pour l'Okapi, c'est assez. Enfin, tu vois que ça reprend un petit peu toute l'ambiance des grandes découvertes, parce qu'on est au début du siècle. C'est je crois un militaire britannique qui a entendu les locaux parler d'une créature à mi-chemin entre plusieurs animaux, et du coup qui se lance un petit peu à sa recherche. T'as un côté un peu aventure qui entoure cette découverte. Pour le saoula, je me rappelle plus très bien, mais ouais si ça vous intéresse, allez-y, creusez à fond. Ah, franchement, carrément. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté, et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.